Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, dépendant de là où vous vous connectez à cette conférence. Au nom de Congolese Women Network, le réseau des femmes congolaises, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence Zoom organisée dans le cadre de la Semaine de la République démocratique du Congo au Canada. Je m'appelle Anifa Kalai et je suis l'une des cofondatrices de Congolese Women Network, le réseau des femmes congolaises. Cette première édition du mois de la République démocratique du Congo au Canada, qui a lieu du 1er au 30 juin 2023, est une initiative du réseau des femmes congolaises pour atteindre un triple objectif. Celui de contribuer au rayonnement de la République démocratique du Congo au Canada. Le second objectif serait de rapprocher et renforcer la solidarité des membres de la communauté congolaise vivant au Canada et finalement faciliter l'intégration de ces derniers au Canada. Durant ce mois de la République démocratique du Congo au Canada, nous organisons diverses activités touchant différents aspects qui permettent d'adresser ces objectifs. La conférence d'aujourd'hui, qui a pour thème la promotion de la participation politique des membres de la diaspora congolaise au Canada, est organisée dans le cadre de la première semaine du mois de la RDC au Canada, laquelle porte sur la politique et la gouvernance. Pour cette conférence, nous avons l'honneur de recevoir M. Raïs Kibonge, conseiller municipal dans le district du Lac des Nations et maire suppléant à Sherbrooke, ainsi que Mme Yvette Achiri, qui est un leader communautaire qui s'est présenté 2 fois aux élections municipales d'Ottawa. Aujourd'hui, la modération sera assurée par ma collègue Deli Chiabo, qui est aussi l'une des cofondatrices du réseau des femmes congolaises. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir comme modérateur aujourd'hui Monsieur Jean-Paul Kabambi, qui est un chercheur en biotechnologie, mais aussi un passionné de géopolitique et initiateur des rencontres de réflexion des professionnels congolais dans la région de la capitale. Donc, je reviendrai à la fin de la discussion pour partager les questions que nous aurons de l'audience. Donc, je vous encourage à poser vos questions dans le chat, que ce soit durant la discussion ou à la fin de la discussion, où il y aura un temps consacré pour les questions. Donc, je voudrais aussi vous faire remarquer que la séance d'aujourd'hui, la conférence d'aujourd'hui est en train d'être enregistrée. Donc, elle est aussi diffusée en direct sur Facebook. Donc, si vous êtes avec nous dans la conférence Zoom, je vous demanderai de bien vouloir garder vos micros fermés pendant toute la durée de la conférence. Donc, j'espère que nous allons passer un bon moment aujourd'hui, un bon moment de partage et de connaissance, d'expérience en compagnie de nos panélistes. Donc, maintenant, je passe la parole à Jean-Léopold pour commencer la discussion. Merci. Merci beaucoup, Anifa, et salutations à tout le monde. En tout cas, je suis content d'être là, ravi de rencontrer M. Kibonge et Mme Achiri. C'est des personnes que vous pouvez présenter, en tout cas, pour leur communauté respective. Et moi, vraiment de prime abord, j'aimerais savoir qui ils sont. C'est des noms qu'on entend souvent à la télé, à la radio, on voit dans les affiches. Est-ce que M. Kibonge, vous serez d'accord que je commence avec Achiri, Mme Achiri? C'est correct pour vous? Bien entendu, j'ai failli dire honneur aux dames, mais je vois que la bonne tradition congolaise de justement faire passer les mamans avant est toujours là, fait que honneur à Madame Achiri. Parfait, t'es un bon Congolais alors. Maman Achiri, Abari, comment on peut vous connaître? Ça va très bien, merci, ça va très bien. C'est vraiment un plaisir d'être ici ce soir. Je remercie le réseau donc Congolese Women Network pour cette invitation. Je suis Yvette Yende Achiri, donc fière congolaise. Je suis épouse et puis maman de 2 filles, fonctionnaires ici à Ottawa. Et puis engagée dans la communauté depuis de nombreuses années. Et je suis passionnée, j'ai toujours été passionnée par les droits humains, la justice sociale, les droits de la femme, le leadership pour la jeunesse et puis l'engagement civique. Et c'est ce que je pourrais dire pour maintenant, en tout cas. Pour commencer. Je pense qu'on n'en finirait pas. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas dites, que vous aurez sûrement l'occasion d'ajouter. Monsieur Kibonge, est-ce que vous, on peut savoir vous êtes qui? Est-ce que vous pourriez me dire aussi depuis quand vous êtes au Canada, par exemple?
Oui, bien sûr. Ben, je m'appelle Raïs Kibonge, mais pour faciliter la vie et arrêter d'expliquer comment ça se prononce, je dis Raïs Kibonge dans la plupart des médias, comme c'est ma façon de tendre la main pour justement créer un premier contact et montrer que c'est facile. Moi, ma famille est arrivée au Canada en 2005. Je suis originaire du Congo, de Bukavu. J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 18 ans et après ça, on a comme plusieurs péripéties nous ont amenés à voyager à différentes places et j'ai pu arriver au Canada par le programme de réconciliation familiale, en tout cas pour venir rejoindre ma mère qui était là depuis longtemps avec mes 3 sœurs et mon frère. Donc, nous sommes au Canada, à Montréal depuis 2005. On a vécu un peu en Alberta. J'ai vécu 2 ans là-bas et après, je suis venu m'installer à Sherbrooke depuis 2008 et j'y suis depuis ce temps-là. Donc, j'approche ma majorité en termes de présence sur le territoire. Là. Donc, cette année, en décembre, ça fera 18 ans que je suis là. Puis, c'est ça. Présentement, je suis conseiller municipal du centre-ville à Sherbrooke et une de mes autres fonctions, c'est maire suppléant de la ville à Sherbrooke. Ouais, parfait. Ah, mais c'est très bien. C'est bien de vous découvrir dans quelques-uns de vos chapeaux, parce que j'imagine que vous en avez sûrement beaucoup. Mais c'est bien. Si vous êtes là, c'est surtout parce que vous faites la politique. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Les Congolais, ils ont une passion presque nationale pour la politique. Du coup, vous êtes politicien. Et je voudrais savoir pourquoi vous êtes lancé dans cette histoire de politique. Qu'est-ce qui vous a poussé? Pourquoi vous faites la politique, en fait? Madame la chérie va commencer. Je vais essayer de m'habituer avec les noms des Kibonge. Si j'y arrive, je le ferai. Sinon, juste Raïs, ça fera l'affaire, là, genre. Parfait. Et peut-être qu'on finira par vous tutoyer, qui sait. Exactement. Madame la chérie, à vous. Merci. Alors, pourquoi je me suis lancée en politique? À la base, je n'avais pas planifié, ou je vais dire, je pense que je n'ai pas peut-être, c'est pas quelque chose qui était dans quelque chose que je me disais, il faut que je le fasse absolument. Je pense que c'est arrivé à une suite d'événements. Donc, je suis arrivée au Canada il y a à peu près 14 ans et lorsque j'avais moins de 2 ans au Canada, la première activité à laquelle j'avais participé, c'était une rencontre en ligne. Donc, les femmes en politique, c'était organisé par CAWI en français, Initiative Une ville pour toutes les femmes. Et dans cette rencontre, on parlait de l'enjeu que les femmes rencontrent pour entrer en politique, ou la non-représentation pour les communautés ethnoculturelles. Et donc, c'était les enjeux qui avaient été partagés. Puis, c'est une information que j'ai eue, je l'ai gardée. Et au courant donc de mon implication communautaire auprès de différentes organisations, au conseil d'administration et autres, donc j'ai appris, je commençais à constater effectivement que c'était une réalité. Et en plus de ça, à la ville d'Ottawa où je suis, il n'y avait effectivement à l'époque, c'est seulement en 2018 qu'on a élu un conseiller noir, il n'y avait aucune représentation, on va dire, de la communauté noire pour Ottawa, qui est la capitale du Canada, et donc aucune représentation, en fait, quelque part de la multiculture du Canada. J'ai continué. En 2015, j'ai commencé à m'impliquer en politique en supportant des candidates femmes. J'ai commencé à supporter des candidates femmes en tant que bénévole, etc. Et jusque-là,
je faisais ce que j'aime faire, c'est-à-dire m'engager, supporter le leadership, encourager, servir. Donc, c'est quelque chose que je fais naturellement. Et pendant tout ce temps, à chaque fois qu'il y avait une élection, on m'appelait, Yvette, est-ce que tu vas te présenter? Je me j'ai pas l'intention de me présenter. Non, pourquoi? Alors, ma réponse était toujours non, pourquoi? Je ne vais pas me présenter, non. Et finalement, en 2020, il y a eu une nomination, un appel pour une élection partielle, donc dans mon quartier à Orléans, et parce qu'un des conseillers donc avait démissionné et passé au niveau provincial. Et là, donc, moi, j'étais toute excitée. J'ai dit, waouh, super, c'est une belle opportunité là, vraiment, pour aller trouver une personne de la communauté qui pourrait justement prendre cette place. Alors, j'ai commencé à, bien évidemment, contacter toutes les personnes que je connaissais, qui avaient le potentiel et puis qui avaient le talent et surtout aussi qui connaissent bien le quartier, les enjeux et tout. Aucune d'elles n'était intéressée. J'ai dit, oh là là, waouh, j'ai dit, mais on ne peut pas, comment ça, c'était vraiment un non, mais catégorique. Non, non, j'ai d'autres intérêts, je ne suis pas intéressée, etc., etc. Et puis là, je me dis, bah, tiens, mais c'est vraiment, c'est étrange. Mais ce qui a fait, en fait, que finalement, ce soit moi qui me lance, ben, c'est ça, je pense que c'était notre question, c'était quoi le déclic? Mais en fait, je me suis rappelée de ma première rencontre lorsque je suis arrivée ici. Je me suis rappelée aussi qu'à un moment donné, avec l'expérience et ce que j'entendais, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que je ne pourrais pas me présenter et représenter la communauté d'Orléans? Et c'est comme ça, avec les conseils de mes pairs et puis de mes conseillers, que j'ai fini par donner ma nomination. Et puis, donc, je me suis lancée en politique au conseil municipal, donc à Ottawa, en pleine pandémie. Nous étions les pionniers. Donc, imaginez-vous avec un masque, on ne vous connaît pas, il faut frapper à la porte, beaucoup de portes fermées parce que les gens avaient encore peur. C'était vraiment le début, mais c'était quelque chose quand même, je veux dire, d'intéressant à ce moment-là. Et donc, c'est ça. Wow, c'est intéressant. Moi, je me souviens quand on a essayé d'aider Yvette à faire sa campagne, il fallait le faire par téléphone, par Zoom. C'était tout un setup, là. En pleine pandémie. Ça, il faut l'ajouter, en tout cas. En pleine Bravo pour pandémie. votre courage, là. C'est incroyable. 14 ans au Canada, déjà, aussi en politique. C'est intéressant. Ça inspire. Monsieur Kibonge, je vais changer à race après, j'aime beaucoup. D'accord. Ben, Vous pour avez moi, débuté comment je dirais majeur. ça? Écoute, Pas votre l'histoire a idée. commencé, elle s'est fait vraiment très graduellement. Mais avant de parler de ça, j'aimerais juste saluer le parcours justement de Madame Achiri, donc Yvette, parce que c'est une réalité qu'on rencontre beaucoup en politique. Et ça, c'est aussi bien dans le milieu des femmes congolaises que dans les milieux des femmes québécoises, canadiennes qui sont natives d'ici. Ça prend énormément de travail pour arriver à convaincre une femme de se présenter en politique. Et c'est à tel point que souvent on faisait la blague, on disait, une femme, si on lui propose d'aller en politique, elle va dire, je ne connais que 80% du dossier, il m'en manque trop. Alors qu'un homme, il va dire, je connais 20% du dossier, c'est suffisant, j'y vais là. Et ça reflète un peu mon histoire parce que moi, au départ, écoute, si je commence la jeunesse, ça a commencé en 2008, là, je suivais les élections américaines avec Obama et Hillary. Et je le trouvais sympathique, mais j'étais convaincu qu'il allait perdre parce que je disais, c'est les États-Unis, c'est impossible qu'il soit élu. Et le fait qu'il soit élu a déclenché un déclic chez moi, pas de me présenter, mais d'abord de commencer à plus m'intéresser à la politique locale. Fait que je me rappelle très bien qu'à partir de novembre 2008, il y a vraiment un avant-après, là où je me dis, ah, c'est peut-être possible aux États-Unis, fait que qu'est-ce que je fais pour m'impliquer dans cette espèce de grand mouvement-là?
Et petit à petit, j'ai commencé à m'impliquer d'abord au niveau fédéral comme bénévole. Après ça, j'ai commencé à regarder un peu qu'est-ce qu'il faisait au municipal. Et vu que j'étudiais en politique publique, le municipal a commencé à devenir très intéressant. Et petit à petit, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me lancer là. Et comme je dis, même si j'avais à peine 20% des connaissances à l'époque, je me disais, pourquoi pas, ça n'a pas l'air trop compliqué, les gens font ça à temps partiel et tout. Fait que j'ai commencé à consulter des anciens conseillers municipaux, des anciens politiciens en disant, as-tu des conseils pour moi, comment ça marche et tout. Et un d'eux m'a donné un conseil, il a dit, si jamais tu vas en politique, n'y va jamais seul, parce que les gens arrivent là avec des groupes d'intérêt, ils arrivent là avec leurs amis, leur famille et tout ça. Et toi, en tant qu'immigrant, tu as comme un plus gros challenge à monter, fait que essaye déjà d'avoir des amis. Donc, la première campagne électorale auquel j'ai participé, c'était celle de 2017. En fait, participé comme candidat, parce qu'avant ça, j'avais été président de l'association NPD à Sherbrooke pendant comme plusieurs années. J'avais quand même été bénévole pour plusieurs autres associations aussi. Et là, en 2017, je me suis lancé avec un parti qui s'appelle Sherbrooke Citoyen. Et à l'époque, on fait souvent la blague de dire qu'on avait plus de courage que de connaissances. Dans le fond, on voulait vraiment changer le monde et tout ça, mais on partait de tellement loin que, écoute, je travaillais de 8 heures le matin à 16 heures. Après ça, j'allais vite manger à côté, puis je prenais une feuille de cartable, je déchirais, je marquais le nom de la rue comme ça, puis j'allais faire mon porte-à-porte. On a travaillé très fort vers le milieu de la campagne. Je me rappelle, je me suis assis avec ma directrice de cabinet de l'époque, pas de cabinet, mais de campagne de l'époque, et je lui ai dit, je pense qu'on a visé haut parce que les deux, on avait travaillé dans la dernière campagne fédérale et on était allé dans la campagne municipale en se disant, si on a pu faire une campagne fédérale et la gagner, le municipal, ça va être de l'eau à boire, ça ne sera pas compliqué. Et là, quand on a dû faire face à la réalité que c'était totalement un autre terrain, une autre réalité, qu'il faut vraiment aller chercher les gens en porte-à-porte, on s'est dit, les 2 dernières semaines, on va se donner à fond. On va essayer de ne pas finir dernier, puis c'est ça. On s'est donné à fond, on a fini deuxième, derrière une dame qui était quand même en place depuis 19 ans là. Ça nous a mis sur le radar. Beaucoup de gens étaient comme félicitations. Tout le monde, au départ, me disait, c'est de la folie, tu vas chercher, tu es en compétition avec une dame qui connaît tout le monde, elle est là depuis 19 ans. Et à l'époque, je faisais la blague aussi en disant, elle peut vraiment me dire, je faisais la politique pendant que tu étais dans les couches encore, là, puis elle aurait raison. Donc ça a été une occasion manquée, mais ça m'a permis d'aller sur le marché du travail, de travailler un peu plus en politique. Donc, j'ai travaillé pour l'Assemblée nationale pendant 2 ans comme attaché. Et ça m'a permis d'augmenter mon bagage politique, mais aussi d'aller comme recruter petit à petit des gens. Et j'y allais vraiment comme très simplement. Là. Mettons, on se rencontrait comme on est plusieurs ici, et je demandais à chaque personne, je disais, dans 1 an, dans 2 ans, je pense peut-être me présenter, est-ce que tu aurais 2 heures pour m'aider? Et là, la personne me disait 2 ans, c'est une éternité, pas de problème. Je prenais des notes, OK? Fait que quand l'année est arrivée, j'ai commencé à appeler tout le monde. La moitié ont répondu. Et ça a pu faire qu'on a bâti toute une équipe qui nous a permis de gagner justement non seulement le district là où j'étais, mais une bonne partie. Donc, on a pu faire rentrer notre chef à la mairie. Et écoute, c'est vraiment beau à voir, de voir l'ancien conseil municipal et le nouveau, là, c'est le jour et la nuit. Il y a plus de jeunes, de femmes. Moi, j'étais le premier élu noir, genre élu à Sherbrooke. Ma collègue était la première latino-brésilienne élue à Sherbrooke. Donc, ça a été la première fois que 3 immigrants sont entrés en une seule fois là, au conseil. Et la moyenne d'âge a baissé. Donc, c'est ça. Là. Donc, comme on voit, c'est petit à petit que j'ai commencé à me faire l'idée, oui, c'est possible. Et les plus beaux souvenirs que je gagne de la campagne électorale, ce n'est pas celle que j'ai gagnée. C'est celle de 2017 où j'étais vraiment découragé. Je me disais, je crois pour pas que les gens sont comme, ouais, peut-être et tout ça. Et à l'époque, on pouvait être encore dans les bureaux de vote pour serrer les mains, juste dire aux gens comme merci d'aller voter, puis tout ça. Et chaque personne issue de l'immigration venait me serrer la main, m'envoyer un sourire, un clin d'œil et tout ça, et de voir que je représentais quelque chose de plus grand que moi, de plus grand que ma vision, que j'allais rallier genre, des gens de toutes les communautés et tout. C'est ça qui m'a poussé à revenir puis à bâtir une équipe qui a fini par gagner.
Wow, tout un parcours, en tout cas. Ça donne des idées en même temps, ça fait hésiter un peu à ceux qui aimeraient se lancer dans ce monde assez bizarre de la politique, on devrait le dire. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est comme s'il faut passer nécessairement par soit être derrière les politiciens pour apprendre d'eux, soit être dans les communautaires. Au fait, si je devais poser la question, ce serait, c'est quoi les profils pour ceux qui aimeraient le faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut avoir? Il y a des compétences qu'il faut développer. Là, tu as parlé de créer ton réseau. Mais c'est quoi, toi, tu dirais, Yvette, c'est quoi ce qui peut faire les qualités qu'il faut chercher ou le profil qu'il faut chercher pour ça? Alors, je pense que les qualités, il y en a plusieurs. Si vraiment tu es quelqu'un qui a une vision claire de te lancer en politique, ça commence par là. Mais il faut pouvoir être impliqué avant tout. Il faut vraiment que tu aies ce désir-là de servir ta communauté, parce qu'on parle de service public. Et dans service public, il y a le mot service. Donc, il faut que tu sois une personne qui a à cœur le désir de servir les résidents, les résidentes, qui a à cœur d'aider aussi. Ça, c'est important d'avoir cela avec toi. Il faut être aussi authentique. En politique, c'est très rare. On parle souvent que les politiciens sont menteurs, les politiciens ne sont pas authentiques. C'est vrai que c'est pas une caractéristique qui est donnée aux politiciens, mais ça existe. On peut être un bon politicien, on peut être un politicien, une politicienne et rester authentique et rester proche de ses valeurs et de qui on est, parce que lorsqu'on est faux, ça se voit. Lorsqu'on on se lance seulement parce qu'on a des intérêts personnels, ben, ça se voit, ça se ressent également. Alors, je pense que ça, ce sont des caractéristiques qui sont importantes, mais bien évidemment, il faut aussi être bien entouré. Il faut connaître les enjeux du quartier. Enfin, moi, je parle de quartier parce que je me suis lancée au niveau municipal. Il faut connaître les enjeux du quartier. Il faut s'impliquer, comme Raïs l'a si bien dit, être présent dans les différents organismes ou bien au niveau municipal. Ici à Ottawa, nous, on a une particularité en Ontario, il n'y a pas de parti. Donc, mais pour ceux qui ont des partis, ben, être impliqués, faire du bénévolat, donc dans les différents partis, c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette question. Mais avant que tu ne répondes, Raïs, est-ce que si c'est pas une confidence là, donc le Québec permet d'avoir des partis politiques alors que l'Ontario ne permet pas au niveau municipal d'avoir des partis politiques. Tu répondras à la question, c'est quoi les bons profils, mais en même temps, est-ce que toi, tu as utilisé cet atout-là d'un parti politique? Pardon, la question est adressée Non, à à moi. Raïs, je demandais à Raïs, parce Ok, que excuse, lui, il est je au pensais que Québec. c'était à Yvette. Ben, regarde, Non, c'est parce que très toi, bien tu es au répondu. Québec, tu as la chance de... Donc, première question, oui, c'est particulier qu'on puisse avoir des partis municipaux. Nous, dans notre parti, on nous a fait la guerre en disant le parti n'a rien à voir avec le municipal. Mais la raison pour laquelle je me suis engagé dans un parti, c'est parce que, comme on dit, l'union fait la force, là, comme disent les locaux. Et que plus en groupe, je regarde comment est-ce qu'on fonctionne en groupe, comment est-ce qu'on est capable d'aller chercher de l'information, des compétences diverses et tout ça, et surtout avoir une vision d'ensemble. Parce que ce qui peut être très dur au municipal parfois, c'est que chacun essaie de se battre pour son quartier et la vision d'ensemble tombe un peu sur le maire ou la mairesse, puis ça peut être difficile. Donc, déjà arriver là avec une vision d'ensemble dans laquelle s'inscrit ton quartier, ça fait toute une différence. Ça facilite aussi comme pour les travaux et tout. Et l'autre avantage, c'est que ça te permet d'avoir du support quand il y a des petites frictions avec l'administration qui arrivent comme dans n'importe quel boulot, il y a toujours des petites frictions au travail. Donc, pour répondre à la première question qui était comme, c'est quoi les caractéristiques
C'est quoi, oui, c'est quoi les qualités qu'il faut avoir ou les profils? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se Écoute, lancer? je vais peut-être répéter un peu ce que Yvette a dit. Donc, authenticité et compréhension du dossier, ça, c'est très important. Mais il y a une caractéristique que souvent les gens ne te disent pas, puis que tu te rends compte que c'est ça. En Swahili, on dit « Kuku fanaya nikuteseka ». En Lingala, on dit c'est quoi déjà qu'on dit exactement, c'est ça. Et pour les différents frères et sœurs chrétiens, c'est Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Donc, pour le financement, pour frapper à la porte, pour aller chercher des gens et tout ça, ce que ça prend, c'est passer par-dessus la gêne que tout le monde a, aussi bien que tu sois congolais, que tu sois nigérien, que tu sois québécois, canadien, peu importe, là, tout ça. Donc, on n'a pas cette facilité-là à dire, tu sais, je frappe à la porte, puis je vais déranger quelqu'un et tout ça. Parfois, tu te fais renvoyer, là, terrible. J'ai une amie, mon amie brésilienne, la dernière élection, quand elle est arrivée frapper à la porte, le monsieur était tellement fâché, il a arraché son dépliant, il a dit, voilà ce que je fais de ton dépliant, puis il a brûlé son dépliant devant elle. Et elle a dit, un simple non aurait suffi, mais cet acte-là a fait que le voisin à côté, il a dit non, madame, venez chez moi. Moi, je trouve que c'est intolérable cet acte-là. Puis c'est ça, c'est comme passer par-dessus cette crainte-là qui est totalement humaine, d'aller faire des appels, de parler aux gens, parce que c'est la raison pour laquelle on dit souvent que les pasteurs, les hommes, les femmes de Dieu et tout ça sont bénis de l'Esprit Saint, c'est parce que parler devant une foule, partager quelque chose, aller chercher ce qui reçoit une foule et tout ça, c'est pas donné à tout le monde. Il faut parfois te pratiquer, passer par-dessus la peur et aller chercher le courage, là. Parfois, ça se fait une porte après l'autre. Si tu as une mauvaise journée, ça fait 2 portes qu'on te claque la porte au nez, qu'on te dit des affaires méchantes, du genre « Ah, moi, et les importés et tout ça ». C'est pas grave. Bois de l'eau, change de quartier, essaye, tu vas tomber sur des personnes. Et j'ai plein d'anecdotes comme ça. Une en 2017 encore, là où j'étais en train de faire du porte-à-porte et chaque maison, là où j'arrivais, les gens ne voulaient pas. À un moment donné, j'arrive, je me dis, je vais commencer en haut de l'immeuble. Je frappe à la porte. La personne ouvre à moitié la porte. Je dis, ah, je me présente pour les élections et tout ça. Il dit, ah, OK, ben, on s'apprêtait à faire la prière. D'accord. Il dit, est-ce que vous voulez rentrer pour une bénédiction? Je dis, ben, ma mère a toujours dit une bénédiction, c'est bien, pourquoi pas? Je rentre, il me parle, il me demande c'est quoi mon programme, j'explique, on veut comme une ville plus citoyenne, etc., etc. Ils disent, pas de problème, on va, écoute, on te bénit, là, puis on espère que ça va bien marcher. Chaque porte que j'ai fait après cet appartement-là, ils votaient pour moi. C'est peut-être une coïncidence. C'est sûr que ça m'a remonté le moral. Puis je me rappelle cette journée-là, vu qu'on était en 2017, j'ai appelé ma mère en disant, tu sais pas ce qui vient de m'arriver, tu sais. Mais c'est ça. Donc, pour conclure, je dirais que l'authenticité, c'est vrai parce que peu importe ce que tu essaies, l'image que tu essaies de te donner et tout ça, il faut que tu restes authentique. C'est la raison pour laquelle les gens qui sont authentiques, même s'ils vont dire des choses qui n'ont pas d'allure, même s'ils vont dire des grossièretés et tout ça, quand on sait que ils n'essayent pas de se faire passer pour d'autres personnes. Il y a des gens qui vont voter pour eux, même si, mettons, moi, je ne voterais pas pour quelqu'un de grossier. Et même chose, pour comprendre son milieu, ça demande, tu sais, comme on dit, on a une bouche et 2 oreilles pour entendre plus, là. Donc, tu écoutes, tu entends, et quand c'est le temps, tu passes au-dessus de la honte et tu dis, moi, je pense qu'on devrait aller dans cette direction-là. Wow! C'est toujours bien d'avoir l'info avant de se lancer. J'imagine que ceux qui écoutent là, qui se sont toujours vus en Mobutu, en Tshisekedi, ou en Raïs, ou en Béton, ils sont en train de se faire des idées. Manifeste, comme si tu avais une question qui vient là. Toi, tu vas devenir maman Anifa Bobo, c'est ça? Aujourd'hui, on ne parle pas de moi, donc je vais aujourd'hui, j'écoute, j'absorbe, et puis ben, on va voir ce que ça va donner au final. C'est ça, l'objectif va être atteint certainement d'une façon ou d'une autre. Donc, j'avais une petite question en effet. Donc, on vient juste de vous entendre parler de ce que ça prend de soi-même pour pouvoir prendre la décision d'y aller, pour avoir la force d'avancer. Mais en même temps, vous avez aussi dit que l'environnement, ce qui se passe autour, a de l'impact aussi. Alors, ma question, ce serait de savoir, maintenant qu'on a un peu compris le profil type de la personne qui veut se lancer en politique,
il y a certainement des barrières. Il y en a certaines que vous avez évoquées, mais j'aimerais bien qu'on élabore un peu plus dessus. Donc, je voulais vous demander, c'est quoi les barrières que vous avez rencontrées, que vous pensez peut-être que une personne qui veut se lancer en politique, qu'elle soit de la minorité visible ou non, pourrait rencontrer, ou bien est-ce qu'il y a même des barrières spécifiques aux personnes des minorités visibles? C'est une excellente question. Oui, il y a de nombreuses barrières. Pour ma part, d'abord, commençons par le taux de participation au niveau des élections municipales qui est très faible. Dans mon quartier, ça n'atteint même pas les 30%. Et notre quartier, c'est sur les 24 que nous avons à Ottawa, c'est l'un des plus gros avec près de 35 000 électeurs, mais seulement 22% vont sortir et aller voter. Donc, à la porte, déjà, il y a un travail à faire de conviction. Il y a des personnes qui ne sont pas au niveau municipal, si vraiment vous ne faites pas les portes, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui va aller sortir voter pour vous parce que la plupart du temps, ils ne sont pas au courant. Le municipal, ça vient après le fédéral, le provincial. Pourtant, c'est la politique, ce sont les affaires de tous les jours, de la vie de tous les jours. On parle du ramassage des poubelles, le service des bus, les routes, la sécurité routière. Enfin, c'est la vie de tous les jours et pourtant, les gens s'y intéressent très peu. Alors, moi, ce qui m'a... là, je diverge rapidement. Une chose qui m'a aussi très motivée et encouragée donc à me présenter et à continuer dans ma campagne. On était 10 candidats dans ma première campagne, 10 candidats. Je suis arrivée deuxième avec 23%, 22% des voix. C'était le fait que à chaque porte que je frappais, j'apportais une nouvelle, j'apportais une option de pouvoir voter autrement. J'informais que, vous savez quoi, la politique municipale, ça vous intéresse car il s'agit de la vie de tous les jours, c'est votre vie en fait. Donc, si vous vous y intéressez pas, on va voter, les élus qui sont là, ils vont faire les choses à votre insu. Donc, c'est à vous de vous impliquer, de vous engager, de vous y intéresser parce que ça vous concerne tout simplement. Donc, à la porte, le porte-à-porte, pour moi, ça a été, en tout cas, j'avais les portes qui étaient, sauf quand c'était fermé parce que à cause de Covid, mais à chaque porte que je frappais, c'était un oui, c'était on va voter, vous êtes une femme, vous êtes noire, on veut voir le changement. C'était vraiment, il y avait une énergie positive dans cette campagne, que ce soit avec les nombreux bénévoles que nous avons eus, les jeunes que j'ai pu engager, mais j'ai 2 filles, une de 13 et de 11 à l'époque, en 2020, elles étaient un peu plus jeunes, mais elles ont mobilisé leur classe, les élèves étaient excités de voir les affiches, on la connaît. Et mon premier appel, vraiment, et ça, je le garde, et on a besoin, c'est pas facile, il faut vraiment avoir ce courage-là de continuer, parce que effectivement, tous les jours, c'est pas facile, comme disait Raïs, il y a des jours meilleurs que d'autres, il faut la convaincre, mais moi, le premier appel que j'ai eu, et c'est à ce moment-là, j'ai dit, oh, je suis là où je dois être. Donc, on venait donc on nous avait donné l'autorisation donc de mettre nos affiches. Et donc, sur l'affiche, il y avait mon numéro de téléphone et c'était la première fois que l'affiche était dehors et que le téléphone aussi était sorti. Le premier appel que j'ai eu, et ça m'a marqué, c'est toujours quelque chose que je partage, c'était un collègue ou un camarade de classe de ma fille, donc je pense qu'ils étaient à l'époque, ils étaient en 3e ou 4e, et qui m'appelle et qui me laisse un message, il me dit seulement, Madame Yvette, je vous ai vu. Il m'a vu sur une affiche et il voulait juste me dire que je vous ai vu. Ce jeune-là s'est senti représenté et ça m'a fait chaud au cœur. J'ai dit waouh. Alors, donc j'ai dit on continue parce que c'est pas seulement pour gagner, mais c'est aussi pour donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas pu voter dans le passé parce que ils pensent que c'est pas pour eux.
ou tout simplement donner aussi cette opportunité à cette femme qui a cette envie-là, mais qu'elle se dit, ben non, ma place n'est pas là. C'est vraiment pour ouvrir ces portes-là. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'avait fortement motivée. Alors, le taux de participation donc faible, ça c'est une barrière. Les finances, lorsqu'on est en politique municipale, on est, bon, surtout en Ontario, là, on n'a pas de finances, on n'a pas de parti, donc tout vient de nous-mêmes. Et puis, on est limité. Et ça, je m'adresse à l'audience qui est ici, qui n'aime pas, soit qui n'aime pas faire des dons ou qui ne comprend pas pourquoi il faut faire des dons. Je vais vous l'expliquer tout simplement. Donc, à chaque candidat, il est donné un plafond, un barème de dépenses que vous pouvez faire. Donc, par exemple, pour nous, pour mon quartier, le barème, c'était 35 000 $. Mais en tant que candidat, je ne peux pas dépasser de ma poche, et ça inclut mon époux, 5 000, donc 11 000 $, non, 10 000 $ à tous les deux. Donc, au-delà, c'est des pénalités. Donc, le reste, pour combler ces 35 000 $-là, ça doit venir de la communauté. Et comment est-ce on prend le plafond de 35 000 $? C'est 1 multiplié par le nombre de résidents, d'électeurs. Donc, à chaque électeur, la ville se dit, pour que tu puisses être candidat et pour qu'on puisse, il faut qu'au moins il y ait dans ton quartier une personne, au moins qui puisse voter pour toi dans ces 35 000. Donc, alors c'est ça, c'est un grand enjeu parce que aussi nous ne pouvons pas commencer à faire les levées de fonds avant que la campagne ait commencé. Donc, il y a au niveau municipal, les règles sont vraiment très, très strictes et très, très réglementées. Donc, les finances, ça, c'est une barrière. Et aussi, donc, le fait d'être indépendant. Moi, j'étais indépendante. C'est bon et c'est bon et c'est pas bon dans le sens où, ben, si tu es indépendante et que, par exemple, tu t'allies à aucun parti, ben, il y a plus de gens. Moi, à la porte, souvent, effectivement, j'avais beaucoup de personnes qui me demandaient, est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es NDP? Est-ce que tu es ici? Non, moi, je suis indépendante parce que je veux pouvoir partager les valeurs et un programme qui m'est propre. Et donc, les gens peuvent vous rejoindre ou ne pas vous rejoindre. Il y a le fait aussi, la visibilité. La première campagne, effectivement, c'était la visibilité pour moi parce que certes, j'étais connue j'étais quand même connue à Orléans ou plus dans d'autres quartiers, mais là, lorsqu'il s'agit d'un électorat qui vous est complètement inconnu quand même. Mon quartier, il est semi-rural, semi-urbain, avec donc la zone rurale où on a beaucoup plus une communauté fortement blanche et puis qui a l'habitude de toujours voter la même chose. Hein, on va voter toujours les mêmes gens qui ne veulent rien changer. Donc là, on va parler du racisme. Mais c'est pas ça qui a fait que, en tout cas, ça n'a pas influé dans ma volonté de continuer parce qu'en 2022, donc je me suis représentée une deuxième fois, arrivée à nouveau deuxième, mais la troisième, on sait que ça sera la bonne. Donc, ça, ce sont effectivement les barrières. Et puis, je vais laisser Raïs, il en a aussi beaucoup aussi à partager à ce niveau-là. Merci beaucoup d'élaborer. Avant peut-être de passer à Raïs, à un moment, je vous ai entendu dire que certaines personnes ont dit qu'elles allaient voter pour vous parce que vous êtes noir. Peut-être que j'ai mal entendu, mais je voulais juste savoir. Donc, apparemment, c'était un atout dans certains cas. Oui, c'était un atout, je peux dire ça, parce que pour moi, beaucoup de personnes étaient, surtout dans notre quartier, comme je dis bien, c'est un quartier qui est quand même, on a une grande majorité quand même qui est blanche.
bien qu'on a une grande diversité, mais au niveau de ceux qui ont l'habitude de voter, on a ma campagne, en fait, j'appelais un nouvel électorat, j'appelais les jeunes, j'appelais les communautés immigrantes, les communautés ethnoculturelles, et puis la communauté blanche également. Enfin, j'ai beaucoup de soutien. Mais effectivement, c'était un atout. Je me rappelle, à la deuxième campagne, lorsque j'ai frappé à une porte, ben, la personne ne savait pas qu'il y avait 2 candidats. Et puis là, il m'a dit, mais vous me donnez une option. Vous me donnez une option, parce que moi, j'étais partie pour voter l'autre, mais vous me donnez une option. Donc, c'est ça aussi, cette opportunité de donner l'option aux gens, de pas seulement voter le statu quo, mais de voter aussi pour des personnes qui leur ressemblent, auxquelles ils adhèrent aux mêmes aspirations. Et puis, c'est ça, oui. C'était un atout, je peux dire ça aussi. C'est très intéressant. Bien que ce n'est pas ça qui nous qualifie par rapport au métier. Mais, c'est très intéressant. Donc, je vais me tourner vers M. Kibonge pour lui demander ce qu'il pense, lui, de son côté. Oui, Anifa, avant qu'on aille chez Kibonge, toujours en rapport avec les Noirs, j'ai une question là, on me pose, quels sont les défis que les Noirs rencontrent? Parce que vous avez parlé c'était un atout, mais quels sont les défis? Est-ce que, Raïs, tu veux y aller ou je tu peux aller, puis je compléterai. Alors, moi, je dirais, bien sûr, le racisme existe. Le racisme est là. Et puis, des fois, il est je dirais déguisé, je ne sais pas, mais il y a ça, il y a ce défi-là. Il y a le fait qu'on ne vous fait pas toujours confiance. Tu es femme, tu es une noire. Moi, je me rappelle encore la première campagne, les commentaires, les premiers commentaires que j'ai vus, c'était on était 2 noirs la première campagne, et puis il y a eu un commentaire, mais les 2 là, elles sont noires, elles n'ont pas d'argent, qu'est-ce qu'elles pensent qu'elles vont faire? Et lorsqu'ils ont vu finalement que j'étais la première sur le terrain, la campagne, elle battait vraiment son plein. Là, tout de suite, maintenant les attaques commençaient. Finalement, mais on n'est pas capable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les attaques? Donc, des affiches qu'on allait enlever. Vous allez trouver votre affiche, on l'a enlevée par-ci, ou bien on l'a jetée. La veille, je pense, de l'élection finale, toutes les affiches, quelques affiches donc des candidates, les seules candidates noires, on les a enlevées, on les a retrouvées dans un parc. Donc ça, ce sont des choses, bon, ça fait partie du jeu, comme on dit. Bon, nous, on regardait et puis on se disait, ça veut dire qu'effectivement, ta campagne, elle fait peur quelque part, où tu as fait un impact. Donc, je dirais que ça, ce sont effectivement des défis où il faut avoir à prouver un peu plus que oui, non, je suis là, je suis capable. Je pourrais dire ça. Merci beaucoup, Yvette. Et Raïs, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous avez eu une expérience similaire ou bien c'était un tout petit peu… C'est sûr que l'expérience, au début, c'est ça, on a toujours cette crainte-là de se faire étiqueter, de se faire dire qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu prends et tout ça, mais là où je disais que le milieu fait une différence, j'ai quand même l'avantage d'être dans une ville à Sherbrooke qui est quand même très, on va dire, non seulement interculturelle, multiculturelle, mais là où il y a quand même une certaine proximité. Fait que ça, je ne peux pas m'arroger tout le travail qui a été fait avant ça par les gens qui sont arrivés avant moi, 20 ans avant, pour créer des ponts interculturels. Donc, il y avait ça. Et comme a dit Yvette, en fait, c'est très vrai. Pour certaines personnes, là, être un candidat noir va être un handicap à leurs yeux. Pour d'autres, ça va être un avantage. Il y a quand même beaucoup de personnes qui me disaient « Ah, moi, je ne suis pas très à l'aise, je veux quelqu'un genre de chez nous. » Mais pour chaque personne qui me disait ça, j'avais 4 ou 5 personnes qui me disaient comme « Je pense qu'il est temps d'avoir comme quelqu'un issu de la diversité pour apporter une nouvelle façon de faire, une nouvelle vision, une nouvelle richesse. » Fait que ça se balançait très bien, en fait, parce que le ratio était supérieur des gens qui voyaient ça positivement que négativement. Le problème, c'est qu'en tant qu'être humain, on est beaucoup plus impacté par le négatif que le positif. Les gens vont te faire 5 compliments, tu vas retenir juste l'insulte. Puis ça, c'est là où ça demande de passer par-dessus puis repartir à zéro pendant la campagne. Donc,
une question dans les deux sens, et c'est pour ça que je disais qu'il faut être, un, authentique, deux, connaître le milieu. Parce qu'il y a des milieux là où tu vas essayer, puis ça ne marche pas. Pas parce que c'est un quartier qui n'aime pas spécialement les Noirs et tout ça, mais c'est parce que c'est un quartier qui ne reconnaît pas dans ce que tu proposes. Et c'est ça qui est comme l'avantage que j'ai eu, c'est d'avoir étudié en politique et d'avoir fait comme 4-5 campagnes électorales avant de me lancer à mon propre nom, c'est que j'avais assimilé des informations du genre comment faire une route de porte-à-porte, comment déterminer les quartiers gagnants, comment aller chercher une certaine part de l'électorat et tout. Fait que ce savoir technique-là m'a énormément aidé. Et avec ça, donc, en allant chercher comme des contacts, des amis, des gens, ça m'a aidé. Puis, pour revenir à la première question qui était comme c'est quoi les embûches, ben, comme Yvette l'a dit, le taux de participation, c'est à la fois, comment je dirais ça, un enjeu et une opportunité. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le cas d'Yvette qui disait 35 000 habitants, ou mon cas, genre avec 16 000 habitants, ce n'est pas les 16 000 qui vont aller voter. Donc, il faut que je me concentre d'abord sur ceux qui vont voter. Et pourquoi? Parce que ben, malheureusement, c'est un peu les règles du jeu. Là, comme on dit, on joue avec les gens qui veulent participer et pas les gens qui sont sur la touche. Et après ça, tu peux créer des liens pour encourager. Fait que moi, je me rappelle, dans la campagne, j'avais dit mon premier objectif, c'était de monter le taux de participation parce qu'on était à 27%. On a réussi à le monter à 40%. Donc, ce qui est le taux, c'est pas beaucoup, mais c'est le taux normal des autres quartiers. 40% des gens qui votent. Après ça, je me présentais comme le candidat de certains enjeux de quartier. Là. Je disais ici, l'enjeu, c'est la sécurité. On va parler de sécurité. Donc, quand je suis arrivé, j'avais un programme qu'on a mis dans l'ensemble de la plateforme qu'on avait avec le parti. Et c'est ça qui a fait qu'en faisant beaucoup de porte-à-porte, en essayant de faire comprendre aux gens, OK, ici, les gens veulent plus de jeux dans leur parc, ils veulent des activités familiales et tout ça, ça tombe en plein dans notre philosophie de participation citoyenne. Pour la sécurité, ils veulent que ce soit plus comme aménagé avec des citoyens. Donc, tout se regrouper et ça fait en sorte que je ne me battais pas pour un seul district, je me battais pour 10 quartiers. Puis, il fallait voir la maison, on l'avait transformée en quartier général d'état-major, on avait comme des cartes, puis on faisait les choses méthodiquement. Puis ça, c'est surtout parce que dans mon passé, à force d'avoir fait des campagnes électorales et d'avoir perdu, parce qu'à la fin de chaque campagne électorale, on faisait un post-mortem. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que les gens voulaient savoir? Est-ce que ça vaut la peine d'aller frapper dans ce quartier-là et tout ça? Parce que, comme on dit, la première règle, c'est d'abord d'arriver, à être élu. Et après, on peut utiliser l'influence qu'on a pour mobiliser encore plus des gens. Mais c'est pour ça que, comparé à la première campagne, là où j'étais, comme ils disent en anglais, all over the place, puis que, écoute, j'avais perdu presque 20 livres en 30 jours, là, parce que je marchais, et je faisais du porte-à-porte partout. En 2021, j'étais fort de mon expérience. Je me suis dit, bon, le taux de participation, c'est une embûche, donc voilà comment est-ce qu'on va passer par-dessus. Le fait d'être issu d'une minorité, d'être noir et tout ça, certains peuvent trouver ça que c'est une embûche. Moi, je vais mettre ça aux places là où je suis tellement visible que les gens ne peuvent pas détourner le regard, mais ils me voient. Je ne peux pas cacher comme que je suis un candidat issu de la diversité. Et après ça, donc, toujours aller vers les gens. Donc, ce que je retiens, c'est ça, c'est qu'il existe des embûches, c'est vrai, mais il existe aussi des moyens non seulement de les contourner ou d'apprendre de ces embûches-là pour la deuxième fois s'en sortir puis aller plus loin. Mais c'est ça, l'authenticité, la sincérité viennent souvent casser beaucoup des choses. Moi, une fois, j'ai eu une conversation avec un monsieur qui était vraiment pas à l'aise avec les gens issus de la diversité. À la fin, il me dit ça m'a fait du bien de te parler, toi, tu es un bon immigrant. Bon, c'est pas exactement ce que je cherchais, mais je me dis, OK, on a pu faire l'amener là. Je ne l'ai pas mis comme s'il allait voter pour moi, mais je me suis dit, je l'ai fait au moins progresser. Puis c'est ça, c'est comme ne pas regarder un seul objectif, mais regarder comme l'ensemble. C'est ça qui donne l'espoir.
Si je peux rajouter à ce que Raïs a dit, effectivement, sur l'opportunité que ça ait, effectivement, le taux de participation, de créer son électorat. Donc, ça demande, c'est vrai que lorsqu'on est bien organisé, lorsque nos communautés aussi sont bien organisées, c'est facile d'aller, de sortir les voix. Parce que c'est aussi l'autre enjeu, c'est de sortir les voix. Parce qu'on peut avoir beaucoup de oui, mais le jour de l'élection, ce qui va compter, c'est que tu as mis ta carte et j'ai voté. Donc ça constitue aussi un autre enjeu qui est réel parce que les oui, 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 on va aller voter. Oui, non, non, ça compte pas. Et ça, puis je Tu mets compléterais ta même en carte, disant que c'est ça qui s'il va être pleut, touché. et ça a été étudié depuis presque un siècle, s'il pleut, la quantité de gens qui vont voter baisse du tiers à peu près. Oui. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, la personne se réveille le matin, ah, c'est la journée électorale, il regarde, il pleut dehors, je vais faire mes affaires, je sais pas si vous, vos élections, c'est le dimanche comme ici, mais la personne dit, je vais aller déjeuner, je vais aller à l'église, peu importe, et ça, j'irai voter à midi. La pluie continue, il dit, ah, j'irai voter le soir. Là, il fait noir, parce que c'est toujours en novembre ici, il regarde dehors, il dit, ah, de toute façon, ça compte pas et tout ça. C'est pas leur priorité. Exactement. Et c'est là où nous, on faisait une différence en les personnes à qui j'avais dit, peux-tu m'aider juste 2 heures? Et qui m'avaient dit, moi, j'ai juste 2 heures à te donner pour toute l'année 2021. C'est cette journée-là que j'allais les chercher. On était 50 dans notre petit appartement, là, à faire des va-et-vient. Écoute, c'était incroyable. Là, du matin jusqu'au soir, on allait cogner chez les gens en disant, Raïs, c'est passé ici, vous aviez dit que vous étiez intéressé à voter, est-ce qu'on peut toujours compter sur votre vote? Oui, voilà l'adresse, allez-y. S'ils ne sortent pas le matin, on revient l'après-midi. Et ça a fait toute une différence parce que justement, les gens se disent, s'il y a des bénévoles qui viennent me rappeler de voter, c'est-à-dire que cette personne-là doit comme savoir quelque chose ou doit être intéressante quand même, parce que d'autres personnes me demandent d'aller voter pour elle. Mais c'est un long travail en politique canadienne. Ils disent on n'amène pas les cochons le jour du marché ou on n'agresse pas les cochons le jour du marché pour dire un peu que ton plan, ton travail, tu le fais sur le long terme, sur 1 an, 2 ans, 3 ans même s'il le faut. Et c'est ça qu'on apprend petit à petit avec les échecs puis qu'on devient meilleur dans ce qu'on fait. Merci beaucoup. Donc, on comprend qu'il y a effectivement des barrières, disons, générales, qui seraient générales à toute personne qui se lance en politique. Il y a des barrières spécifiques aux personnes qui sont issues de la diversité, mais en même temps, vous nous avez très bien expliqué comment ces barrières peuvent être contournées pour pouvoir faciliter tant soit peu la tâche de la personne qui fait de la politique. Je vais retourner le micro virtuel à Jean-Léopold pour qu'il puisse continuer la conversation avec vous. Je ne sais pas si je suis plus tenté ou un peu plus découragé, là, mais je suis en train de... Mais en tout cas, vous ferez soit des disciples, soit des personnes qui auront peur de la politique après, mais c'est intéressant. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est sûr, il va te dire quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est quand un enfant regarde et dit, il est comme moi, elle est comme moi, et on peut la voir à la télé, sur une affiche, tout ça. Moi, juste le fait que c'était Yvette, là, moi, ça me suffisait. Ça rend fier. Ça rend fier de vous avoir là, vu. Et puis, je me souviens, on avait une rencontre avec des députés fédéraux et tout le monde me demandait, tu connais Yvette? Bien sûr, mais je connais Yvette. Ça fait plaisir. T'es Congolais. Dès que tu dis que t'es Congolais, on te demande si tu connais Yvette. C'est comme ça que ça commence. Il faut bien qu'on commence par là. Vous avez parlé des difficultés, c'est vrai, et des opportunités, mais je pense qu'il y a des choses qui rendent un peu votre tâche pas facile, mais ça vous aide un peu. Hein. Quand vous disiez le fait qu'Yvette soit connue par de grands noms de ce pays, c'est un atout. Ces gens-là parlent d'elle par rapport à ce qu'elle a fait avant d'être candidate. Je pense, Raïs, tu pourras pas me contredire. On a parlé de ta mère souvent sur Radio-Canada, Maman Rosemont. Et je ne pense pas que c'est rien. Et toutes ces choses-là, c'est des atouts que nous semblons parfois négliger, mais ça compte. Ce que vous disiez là, c'est vrai. Faire un réseau et puis avoir une communauté qui fonctionne. Exactement. À beaucoup d'expérience, je fais avec la communauté et c'est là où souvent ça casse. Et moi, j'aimerais vous poser cette question-là, en tant que politicien d'origine congolaise, qui travaille au Canada, certes, mais nos politiciens, eux, ils ont beaucoup de choses à apprendre peut-être de vous.
je ne vous poserai pas la question si vous allez faire un jour la politique au Congo, mais si vous aviez quelque chose à dire par rapport à notre communauté, par rapport à nous, Congolais, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que, exemple, vous parlez du bénévolat, c'est des choses que chez nous, il y a Ophélie, non, je ne travaille pas à Ophélie. C'est des petits concepts comme ça que nous, on a apprivoisé différemment, mais qui sont importants ici. Et vous avez passé tous ces chemins-là, vous avez appris beaucoup. Est-ce que vous pourriez partager des choses concrètes comme ça qu'on n'a pas comme peuple, qu'on a perdu ou qu'on n'a pas, je ne sais pas. Mais est-ce que vous pourriez nous dire pour que ça réveille un peu dans nos jeunes, dans nous-mêmes et dans tout le monde? Yvette, je sais que tu as beaucoup de choses à dire, je te donnerai 8 heures pour te dire. À cette question, je pense que pour notre pays, le Congo, il faut investir dans la jeunesse. Il faut former la jeunesse. Parce que nous savons que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais comment est-ce qu'on peut bâtir un avenir durable et meilleur pour tous? Il faut donc investir dans l'éducation, il faut investir dans la bonne gouvernance, avoir des plans stratégiques clairs sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, enfin, peu importe. Lorsque je regarde de loin nos politiques, ça donne l'impression que, en fait, c'est juste, j'arrive et puis que c'est pas organisé. Donc, je pense que c'est important de vraiment donner le temps à éduquer les jeunes, mais aussi à donner aussi de son temps. C'est vrai que les enjeux ne sont pas les mêmes, mais effectivement, le bénévolat, c'est pas quelque chose que nous faisons naturellement. Souvent parce que le bénévolat, c'est pas payé, mais ce qui nous rend pauvres, ce qui nous appauvrit, c'est en fait ce que l'on dépense. Mais ce que tu donnes gratuitement, ça t'enrichit. Parce que ça enrichit la vie de quelqu'un, tu vas apprendre aussi de cette expérience. Donc, it's a mindset, c'est un état d'esprit à transformer. Et je pense que on peut réussir la transformation à travers l'éducation et puis la jeunesse. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à bâtir un renouveau, un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de faire, mais investir aussi chez nous. Investir chez nous, donner ce désir, cet amour de pouvoir faire les choses aussi chez nous. Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette question. Le Raïs, ça change quand je vais parler un peu d'expérience dans le sens que depuis que j'ai été élu, là, tu rentres dans l'appareil du pouvoir puis tu vois comment ça marche à l'intérieur. Et j'ai énormément de compassion, puis je vais m'expliquer pour les politiciens congolais, dans le fond que sans vouloir réduire ou minimiser personne, je pense qu'ils n'ont pas eu de meilleur exemple. On est passé de la colonisation, qui était un régime là où le colonisateur prenait tout puis gardait tout par la force, à un régime dictatorial où le dictateur prenait tout par la force, à une république qui essaye tant bien que mal de corriger les erreurs qu'il y a eu, mais là où les gens, la loi du plus fort reste quand même. Ça, c'est comme sans aucun dénigrement et tout ça. Puis là où je dis que j'ai de la compassion, c'est parce que, j'ai beau être conseiller d'une petite ville, là, c'est 175 000 habitants Sherbrooke, tu rentres dans un système, puis tu le vois, le travail qu'il faut faire pour gérer un petit quartier, pour gérer un budget. Moi, je me rappelle la première fois, une fois après ton assermentation comme conseiller, on t'envoie des documents à lire, tu as 1200 pages à lire sur les égouts, la sécurité, beaucoup de sujets qui touchent la ville et qui vont dans tous les sens. Et je me mets à la place du premier gouvernement indépendant de Lumumba qui n'avait pas de bac, rien, à qui on pitch un pays genre de 2 millions, de 2,3 millions de kilomètres carrés,
12 millions d'habitants, le tribalisme qui a été forcé ou qui a été continué à être alimenté pour pouvoir diviser, pour mieux régner. Et la tâche me semble tellement impossible parce que je me dis, si moi, en tant que conseiller municipal, ça me prend comme plusieurs semaines, plusieurs mois pour m'adapter à mon rôle, alors que l'administration est formidable. Tu as des gens à qui appeler, tu as des fonctionnaires qui te guident dans tes décisions et tout ça. J'imagine même pas comment ça a dû être le chaos à l'époque, surtout que chacun prenait de son côté. C'est pour ça que je pense que même si ça a l'air de base comme ça, la meilleure chose qu'on peut faire pour améliorer le sort à long terme, c'est vraiment être dans l'éducation. Pourquoi? Parce que plus il y a des gens éduqués, plus il y a des gens qui se disent « ça ne marche pas ». Et la vraie base de toutes les démocraties, c'est quand tout le monde se donne des règles pour dire que la violence est inacceptable, ça ne marche pas de mettre à des postes quelqu'un de la famille s'il est comme vraiment incompétent. Et surtout, 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 apprendre à créer de la richesse pour que ça soit mieux partagé, tu sais. Donc, c'est tellement un gros, comment je dirais, saut et tout ça que je me rappelle encore, regarde, j'ai grandi dans l'Est, puis j'ai vécu juste 2 ans à Kinshasa avant de continuer mon périple. Et on avait organisé une fête de fin d'année au secondaire. Chacun de nous devait aller chercher un 30 $, qui était une fortune à l'époque, là, on parle de 2001-2002. Et à la fin, même si on était une dizaine de personnes à avoir travaillé fort, manqué des nuits, tu sais, c'est pas facile de demander aux parents de donner de l'argent et tout ça, là, il y avait quand même des gens qui étaient partis avec la caisse, puis tout ça. On parle de secondaire. Et j'ai un ami qui m'avait dit « Ah, ben, ça se voit que toi, tu viens du… » à Kinshasa, toutes les autres villes, c'est des villages. Ça se voit que tu viens du village. Bienvenue à Kinshasa, mon petit. Et je me rappelle, ça, c'était la première nuit, puis vous me croirez si vous voulez, là, la première nuit que j'ai fait de l'insomnie. Je me disais, c'est pas possible. Comment est-ce que des enfants du secondaire peuvent faire ça? Qu'est-ce qu'on va demander au père de famille qui doit nourrir 5 enfants? Ou à la mère, genre, qui doit aider sa sœur parce qu'il ne travaille pas et tout ça. Donc, la corruption est devenue comme une espèce de système parallèle vu qu'il n'y a pas de filet social. Et c'est en comprenant comment ça marche, en comprenant que, regarde, on part avec l'éducation, on part avec des investissements, oui, mais on comprend un peu comment ça marche, que sur le long terme, il y a une chance que ça s'améliore. Mais pour le moment, vu que tout le monde est en mode subsistance, tu vas beau vouloir faire les réformes que tu veux, comme on dit chez nous, ventre affamé n'a pas d'oreille. Commence d'abord par faire que les gens mangent régulièrement. Et là, alors, tu vas commencer à avoir petit à petit des gens qui sont intègres, des gens qui disent comme « mes enfants sont nourris, j'ai une assurance pour comme le reste de mes jours et tout ça ». Là, je peux commencer à penser au futur. Mais en tout cas, tu as été baptisé, comment dirais-je. Tu as vu, c'est que c'était… Vraiment. En bon français, ça s'appelle COP. Exactement. Et ça, c'est un vrai problème. Quand tu parlais, j'ai pensé au fait que nous, en tant que communauté, au fait, nous devrions être votre base arrière. Vous êtes notre fierté, vous portez notre voix, vous êtes notre fierté. Mais quelque chose qui revient et il viendra un temps, il faudra en parler, c'est que nos communautés ici, communauté congolaise, Canada, de Sherbrooke, de Gatineau, d'Ottawa, c'est pas la meilleure réputation de communauté organisée. Et en tant que votre base arrière, qu'est-ce que vous pouvez, si vous aviez l'occasion de faire asseoir tous ces présidents, les éminents, révérends, tous ces mondes-là qui ont la responsabilité de diriger la communauté, vous, en tant que personne qui est impliquée dans la politique, moi, je me dis, notre communauté devait être là, vous poussez, parce que vous êtes nôtre. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si moi, j'avais un bâton magique, là, demain, je peux tout changer avec les communautés locales congolaises. Qu'est-ce qu'on devrait changer pour vous faciliter à vous la tâche? Pour que nos enfants regardent demain et disent, voilà, je veux être la prochaine Madame Yvette, la prochaine Monsieur Raïs. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est une question profonde. Je pense que lorsque on n'est pas informé, on ne sait pas. Et ça c'est pas seulement pour la communauté congolaise, je pense que c'est pour toutes les communautés. Parce que là, tout à l'heure, on parlait de faible taux de participation.
Il faut d'abord que l'information, que nos communautés comprennent pourquoi c'est important d'avoir un élu issu de sa communauté ou de la communauté noire dans les instances où les décisions sont prises. Il faut comprendre. Il faut aussi connaître comment le mécanisme, comment ça fonctionne. Comme on le disait tout à l'heure, il ne suffit pas de dire « oui, je vais voter ». Non, voter, non. Il faut aller voter, effectivement, parce que c'est ça qui va être, c'est ça qui va compter. Donc, l'éducation, une fois de plus, je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi l'audience sur Facebook, mais j'espère que ça permettra à certaines personnes de comprendre comment ça fonctionne. Donc, l'information, c'est important. Il faut être humble. Je pense qu'on est tous, on est sur cette terre, on a tous quelque chose à contribuer. On a tous une mission. On a tous nos talents. On n'a rien à envier à qui que ce soit. Lorsqu'on arrive à se satisfaire de soi-même, lorsqu'on se connaît soi-même, c'est plus facile d'avancer. Donc, c'est important je répète à nouveau, on en a parlé encore, Raïs l'a mentionné aussi, l'authenticité. N'essayons pas d'être d'autres personnes, mais soyons solidaires. C'est aussi d'être solidaire, d'être curieux. La curiosité, pas la mauvaise curiosité, là, mais la curiosité positive. Comment est-ce que je peux aider cette personne? Avoir ce sens-là d'aller vers l'autre, d'aller vers l'autre. Quelle est ma part? Comment est-ce que je peux contribuer? C'est pas toujours de se dire, OK, qu'est-ce qui fait le gouvernement pour nous? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour le gouvernement? Parce que on a tous et toutes un rôle à jouer. L'engagement civique, ça nous concerne. Nos élus, aujourd'hui, nous avons Raïs, c'est un bel exemple, nous en avons d'autres, que ce soit au niveau fédéral, provincial. Ce sont des personnes comme vous et moi, enfin comme nous sommes ici, mais qui ont pris cette décision de vouloir représenter les résidents, la société. Ça a commencé quelque part. Donc, ce ne sont pas des savants fous ou bien… Non, c'est possible, c'est accessible. Il y a bien évidemment, il y a des méthodes, il y a des règlements, etc. qu'il faut passer. Ce n'est pas tout le monde qui peut l'être non plus, mais c'est accessible. Si vous le souhaitez, vous pouvez y arriver et le faire. Donc, c'est vraiment aussi avoir un esprit unificateur. On a comme communauté, et ça c'est toutes les communautés. Moi, j'ai tendance à dire, je me fâche lorsque j'entends, si je dois critiquer le Congolais, je le critiquerai pas dans la foule. Parce qu'on a chaque communauté, elle a ses failles. Et il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, on apprenne à être d'accord de ne pas être d'accord. Et on avance. C'est la vie, là. On n'aura jamais du 100%. Oh, 100%, je pense comme toi. C'est la vie, c'est ça la diversité, c'est la beauté. Le monde a été créé comme ça. On a besoin de tout pour faire un monde. Donc, je pense que c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut avoir, peut-être une manière de penser. Mais une fois de plus, parce que nous sommes là, c'est pas impossible. Donc, je nous encourage vraiment de nous tenir la main, de penser que chacun réfléchisse. Quelle est ma part? C'est quoi la raison pour laquelle je suis ici? Parce que je ne pense pas qu'on vient seulement pour vivre et puis boum, on part. On a chacun quelque chose à contribuer. Trouve ta mission, trouve ta passion, et puis vas-y et embellis ta société, ta communauté. Je vais faire une promesse qui n'est pas de promesse des politiciens. Je vais essayer de faire passer les messages à tous ceux que je connais qui dirigent les communautés. Je leur dirai.
Monsieur Reis, si j'étais le président de la communauté, je sais pas moi, de Sherbrooke, de Gatineau, de Val d'Or, qu'est-ce que tu me dirais pour que ça aille mieux? Envoie-moi une personne. Une personne motivée et avec lui, on va changer le monde. Pourquoi? Parce que on l'a tous vu, quand on fait un événement Facebook et qu'on fait envoyer à tous, il y a 4 personnes qui viennent. Quand il va message par message, « Ah, Jean-Léopold, est-ce que tu veux venir m'aider? Je déménage et tout ça. Yvette, as-tu 2 minutes et tout ça? » Tu sais, c'est ça, c'est que moi, je pense qu'il faut d'abord commencer avec la qualité, puis la quantité va venir. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais ou bons bénévoles et tout ça. Les gens, peut-être, ils ne connaissent pas les règles et tout ça, mais même si c'est juste, je te donne un exemple simple, même si la personne ne parle pas français ou anglais, le fait qu'elle t'accompagne quand tu es à ton porte-à-porte, tu as déjà l'air moins seul. Tu donnes déjà beaucoup mieux parce qu'on voit, il y a une personne, il y a quelqu'un derrière lui qui prend des notes et tout ça. On dit, cette personne-là, genre, il y a au moins une personne qui la soutient. Et c'est quelque chose que j'essayais toujours de faire. La première campagne, vu que je n'avais pas beaucoup de contacts et tout ça, quand mon meilleur ami ne pouvait pas venir avec moi, j'ai allé seul et tout ça. Mais pour cette campagne ici, j'étais toujours accompagné, là. C'est ça, c'est que parfois les gens vont penser que pour changer le monde, pour mobiliser toute la communauté, ça prend que tout le monde soit d'accord. Mais la réalité, c'est que ça te prend des gens motivés. Puis ça prend des gens qui savent aussi où est-ce qu'on s'en va. La plupart de nos présidents de communautés, il y en a des très bons, mais il y en a qui ne comprennent pas très bien c'est quoi que ça doit faire le président d'une communauté. Ça doit être un peu comme un ambassadeur, un peu comme quelqu'un qui fait le lien, qui va parler aux élus, aux gens d'affaires et tout ça. Il va chercher les ressources pour aider sa communauté, mais qui vient aussi avec quelque chose. Tu vois, quelqu'un qui vient en disant, il y a une inondation, il y a 5 ou 10 Congolais de la communauté qui sont prêts à aller remplir des sacs de sable puis revenir, tu sais. Puis on disait, oui, le bénévolat ne fait pas partie de nos cultures et tout ça. Puis c'est vrai parce que les gens meurent de faim au Congo. Pourquoi, genre, aller te tuer à travailler bénévolement quand tu n'es même pas capable de gagner, genre, de quoi nourrir? Alors, c'est de l'éducation que ça prend. Tu arrives avec quelqu'un ici, tu dis, tu sais comment tu te bâtis un CV, le fameux expérience canadienne qui fait que tu fais ça au début avant de trouver finalement un job. Tu fais du bénévolat. Tu fais du bénévolat, tu vas à telle place, à telle place, à telle place, là, tu gagnes ton expérience canadienne. Tu montres que moi, je suis capable de bien travailler même sans être payé. Et c'est comme ça que petit à petit, tu apprends aussi. Tu dis, ah, OK, ici, les gens, une fois que c'est fini, là, ils rentrent leurs affaires, ils partent et tout ça. Donc, tu apprends les mœurs et coutumes aussi. Fait que c'est surtout ça, c'est de ne pas se décourager, c'est de pouvoir voir comme la lumière, parce que, regarde, oui, sur plein de personnes qui vont arriver ici dans la communauté, il va en avoir plein que ça ne va rien dire, mais je suis convaincu qu'il y a toujours 1 ou 2 personnes qui disent, tu sais, je trouve ça ridicule, mais je vais t'aider 1 heure. Tu sais. Et après, cette personne-là, elle va parler à ses amis et tout ça, elle dit, ah, tu vois la personne qui a été élue, là, moi, je l'ai aidé 1 heure et tout. Et petit à petit, comme ça, donc, c'est de créer la confiance, puis ouais, je m'excuse, c'est rare que je parle autant des écritures, là, mais c'est toujours la même question. Combien de fois tu pardonnes ton frère ou ta sœur? 7 fois, 77 fois. Pourquoi? Parce que tu dois y aller intelligemment. Tu ne vas pas dire, bon, ben, j'ai juste un budget de 200 $ pour organiser une fête, je donne ça à la personne, je le sais qu'il a déjà mangé ça la dernière fois, puis ça. Non, tu dis, regarde, on va acheter les choses, puis tu vas m'aider à cuisiner et tout ça. Fait que d'y aller intelligemment aussi, de savoir si mon frère, si ma soeur, genre son défaut, c'est que dès qu'il a de l'argent en main, il ne peut pas s'empêcher de dépenser. Ben, je vais comme... C'est plus difficile de partir avec, on va dire, je ne sais pas moi, 50 kilos genre de chèvre de riz, là, que de partir avec comme quelques centaines de dollars. Et de montrer, par exemple, que ce que tu apportes en travaillant comme ça, là, ça rejaillit positivement. Donc, on peut travailler avec certains leaders, certains pasteurs et tout ça. Je ne veux pas rentrer dans le débat de dire que c'est qui les pasteurs qui croient vraiment, puis les autres que c'est plus des hommes d'affaires. Mais il y a toujours, et ça je le dis parce que quand on a vécu la guerre, quand on a vu des gens réduire à leur plus simple expression et quand même partager la seule banane qu'ils avaient sur la route, là,
ramasser un enfant, genre, et le porter sur des kilomètres et des kilomètres jusqu'à ce qu'il trouve le parent. Tu le sais qu'il y a un fond de lumière quelque part que tu peux trouver et faire grandir jusqu'à ce que ça devienne la norme dans la communauté. C'est un long travail, mais il faut garder l'espoir. Je peux pas te faire la même promesse, mais j'ai compris. C'est pas facile. Il y a des gens qui ont suivi ce que vous avez dit là, et peut-être que des gens vont vous contacter, soyez prêts. Il y a des gens qui veulent vous poser des questions. Donc, il y a Maman Delis qui a reçu les questions. Juste avant ça, je ne vous demanderai pas de parler, vous êtes aussi politicien, je sais que ça irait à 2 jours, mais juste avec ça comme un oui et ça avec un non. Est-ce que c'est ouvert à faire la politique au Congo? Ouais, Raïs m'a raconté des histoires qui l'ont traumatisé, je pense que c'est un non. Maman Delis, c'est à toi. En tout cas, merci beaucoup à vous, c'était très excellent. Moi, je tiens à souligner encore une fois le courage d'Yvette, là, parce que moi, je tiens à ma peau, là. Fait que, ici, si je perds, là, je vais trouver un autre boulot. Je ne peux pas te garantir que tu vas me revoir si je perds en Congo, là. Ça se peut que je disparaisse. On dit, oh, il est parti marcher en forêt. Et puis tu t'es suicidé. En tout cas. En tout cas, je laisse la parole à Maman Delis pour les questions qu'on a reçues. Ok, en tout cas, c'était très beau, c'était très inspirant. J'ai reçu quelques questions, mais certaines questions ont déjà été répondues lors de la discussion. Alors, il y a une que j'ai retenue là. Il y a certaines personnes qui sont inspirées pour s'élancer dans la politique. Et les femmes hésitent souvent. Qu'est-ce que vous dites aux femmes qui hésitent de s'élancer? Est-ce qu'il y a de l'aide qu'elles peuvent recevoir ou bien quels sont les soutiens qu'elles peuvent recevoir? Ça, c'est pour les femmes. Donc, c'est posé à vous deux, Raïs Kibonge et Yvette. Vas-y, Raïs, je te laisse rapidement, parce que je ne peux pas m'arroger ça. Juste que toutes mes collègues qui sont femmes et tout ça, il existe de plus en plus des programmes pour inciter à avoir plus de femmes en politique. Ça, c'est au Québec, mais je pense aussi en Ontario, dans le reste du Canada. Fait que commencez d'abord par chercher ces petits programmes de leadership-là. Parfois, ce n'est pas grand-chose. C'est le genre de programme, là, on vous donne 100 $, puis on vous paye des livres, puis vous allez à des séminaires, là, on vous explique comment faire campagne et tout, là. Mais il faut commencer quelque part. Puis, je dirais comme passer par-dessus la gêne. Moi, la chose qui m'a beaucoup aidé quand c'était difficile en porte-à-porte et tout ça, je me disais, rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Tu fais ça pour apporter un peu plus de justice, un peu plus d'équité. Parce que tu sais que si tu n'es pas là, les choses vont être différentes. Donc, c'est le conseil que je dirais. Commencer d'abord, on a la chance d'être dans un endroit où les structures veulent que les femmes participent plus. Donc, commencer d'abord à aller chercher le maximum dans ces structures-là. Et après ça, alors, faire son bout de chemin avec ses propres connaissances. Merci, Raïs. Moi, je dirais, allez-y. N'hésitez pas. Osez. Ne vous limitez pas parce que c'est seulement lorsque vous commencez que vous allez non seulement comprendre et voir que vous êtes capable de le faire, mais comme Raïs l'a dit, effectivement, c'est peu, mais il y a quand même des organismes en Ontario, par exemple, à Ottawa, ici on a Equal Voice, on a Kawi, donc une initiative pour toutes les femmes. Il y a Ottawa Black Vote qui est à Toronto. Donc, il y a quand même des organismes qui sont là, qui aident les femmes ou les candidats issus de la communauté ethnoculturelle, tout candidat pour se présenter. Moi, c'est une expérience que je ne regrette pas du tout et je peux vous dire que j'aime ça. On me dit, mais toi, tu es bizarre. Comment tu peux aimer aller papo aux portes comme ça? C'est fatigant. Oui, c'est fatigant, c'est vrai, mais je regarde l'impact que ça a derrière cela. Et c'est ce qui me motive. Et surtout, je regarde les jeunes filles, lorsque je suis invitée dans certaines écoles où je partage mon expérience, et bien, ça crée
un désir pour de nombreux jeunes de se lancer en politique aussi. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la société, elle est faite de nous. Et donc, les leaders, là, c'est nous. Il faut que en chacun de nous, on voit un leader. Donc, si vraiment vous avez quelque chose vous sentez que vous avez quelque chose à contribuer, rappelez-vous, pensez que vous avez une mission, découvrez-la. Et si c'est au niveau de la politique, allez-y, jetez-vous dans l'eau. Avec l'expérience, on apprend. Et puis, si vous ne gagnez pas une première fois, vous gagnerez une deuxième fois. C'était le cas de Raïs, ou bien une troisième. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas. Je vous encourage et je serai ravie, si vous êtes à Ottawa, ou bien me voir en dehors d'Ottawa, de prendre un temps ensemble et puis de partager davantage les petites astuces ou bien les ressources, parce qu'il en existe tout de même. OK, alors, comme on arrive à la fin, là, je vais juste prendre une dernière question avant qu'on puisse conclure. Jean-Léo, si tu le permets, il y a une personne qui demande si la politique rémunère comme au Congo. C'est une très bonne question, par exemple. Oui, Je ne sais pas, je peux y aller vu que je suis élu. oui. Quand on est au municipal, ça dépend vraiment des villes, là. Je ne sais pas comment ça marche à Ottawa, mais mettons qu'on est dans une grande ville, les 10 plus grandes villes du pays, ça rémunère, en général, le salaire va être entre 45 000 et 95 000, dépendamment des fonctions qu'on a. Ça, mais là, je parle du Québec. Je ne sais pas pour l'Ontario. Je sais que en termes au provincial, les députés provinciaux au Québec gagnent quelque chose autour de 140 000 par année. Mais les députés fédéraux, c'est quelque chose autour de 160 000, 170 000. Là, puis prenez pas pour ce que je dis pour du cash. Vous pouvez vérifier, c'est ça qui est bien d'être dans une démocratie transparente. C'est comme ça dit clairement qui gagne quoi et tout ça, parce que les gens se disent on vous paye avec nos taxes, donc on veut savoir combien vous faites. Fait que les gens qui veulent souvent aller en politique pour dire bon, ben, je vais me faire un petit salaire d'appoint et tout ça, je dirais que ce n'est pas la meilleure motivation, sinon on finit toujours déçu. On ouvre la porte à la corruption parce que c'est comme ça que ça commence. Quand tu te fais appeler tout le temps, que tu as des longues semaines, que les gens se donnent le droit de t'insulter et tout ça, là, puis qu'après ça, comme un riche homme d'affaires ou une autre personne dit peux-tu juste fermer les yeux sur telle affaire, puis je te donne un peu d'argent et tout ça, comment je dirais ça? C'est une position dangereuse d'y aller pour l'argent. Puis il y a même des gens qui, avant ça, pour la politique municipale, ils faisaient ça à temps partiel. Ils avaient un autre boulot, mais ce qu'on remarquait, c'est qu'ils n'étaient pas capables de se concentrer dans la lecture et l'étude de dossiers et tout. Mon conseil, c'est si vous voulez pas faire de la politique, mais être dans le service public et avoir un salaire décent, aller dans la fonction publique. Parce que les fonctionnaires publics, dépendamment de qui, là, mais je sais qu'en général, les fonctionnaires municipaux sont quand même bien rémunérés. Puis c'est comme pas un jugement, rien, c'est juste comme factuel qu'on sait que, mettons, tel chef de projet commence à 100 000, tel directeur général à 150, 200 000 et tout ça. Il travaille beaucoup aussi, mais vous n'allez pas avoir la loupe du public qui dit « Ah, pourquoi est-ce qu'il a pris des vacances? » tout ça, alors que moi, comme élu, si je dis je prends des vacances au Congo ou je ne sais pas quoi, puis que je mets des photos sur Facebook ou Instagram, là, ça va être mal vu. Et quand on est fonctionnaire, vu qu'on est plus permanent et tout ça, donc on a quand même des bonnes conditions de travail, dépendamment de où est-ce qu'on rentre, bien entendu. Fait que je dirais que comparé au Congo, où j'ai comme encore quelques contacts, puis que les rémunérations se comptent dans les 6 chiffres, que j'ai des amis qui me racontent des histoires parfois que je me dis, mon Dieu, genre la personne, elle fait juste comme aller porter quelque chose, comme on peut faire, du genre, je vais apporter le sac parce que le papa ou la maman a oublié ça chez nous, puis on dit, merci pour payer le carburant, je te donne 5 000 $, comme ça, là. Tu sais? Fait que non, c'est pas rémunéré aussi bien parce qu'on se dit, c'est un travail public, tu le fais pas bénévolement, mais tu le fais parce que tu veux servir le public et on te donne une compensation pour faire en sorte que ce ne soit pas juste les personnes qui sont libres de fortune qui aillent en politique. Ça, c'est une façon d'un politicien de dire
Non, touche-moi, c'est ça. Non, mais c'est comme d'être réaliste quand même et de dire, je ne sais pas pourquoi est-ce que les juges sont bien payés, c'est pour réduire les occasions de corruption. Comme je disais, on peut bien comme essayer de changer les mœurs et tout ça au Congo et tout ça, tant que les gens ne mangent pas à leur faim, là, c'est très facile de les corrompre et tout. Le conseil que je peux donner, c'est qu'il y a une petite vidéo sur YouTube qui s'appelle Les règles pour les dirigeants. En anglais, c'est Rule for Ruler. C'est une vidéo qui est très, comment je dirais ça, cynique, mais elle explique un peu la dynamique des différents pouvoirs. Elle dit comme le premier devoir du chef, c'est d'aller comme contrôler un trésor, puis le distribuer, puis c'est comme ça qu'il maintient son rôle. Et ça marche comme ça dans la dictature. C'est juste que la différence, c'est qu'en démocratie, c'est beaucoup plus facile, vu que tout le monde est productif, d'avoir comme un trésor qu'on partage à tout le monde, mais que la règle reste souvent un peu la même. Là. Je me rappelle, la première fois que j'ai vu cette vidéo-là, j'étais comme, mais non, c'est pas possible, c'est tellement cynique et tout ça. Puis même si je suis pas d'accord, je trouve que c'est quand même une bonne introduction à comprendre la dynamique du pouvoir ou de comment ça fonctionne. En tout cas, maman Anifa et les autres vont s'arranger pour que ces liens-là, ces informations-là soient transmises à ceux qui aspirent. Peut-être même si Yvette voulait répondre à une question, sinon c'est maman Anifa qui va. Je vais te demander de répéter, excuse-moi, parce que excuse-moi, Lucie est venue la question de m'interrompre. maman Davy, c'était de savoir si les élus, en tout cas les gens qui font la politique au Canada, gagnaient plus qu'au Congo. Oh, j'ai aucune idée parce que je ne connais pas les salaires des politiciens au Congo. Ici, en Ontario, au niveau municipal, ça tourne autour de 100, les dernières fois que ça c'était en 2020, je pense que je regardais, autour de 111 000 par an, certainement. Ouais, quelque chose comme ça. Mais je ne pourrais pas comparer avec le Congo. Wow, c'est intéressant. Maman Anifa, c'est à toi la parole. J'espère que tu es mieux inspirée maintenant. Si tu poses ta candidature, je suis avec toi. Ah ben merci. Moi, j'ai quelqu'un qui ira frapper les portes avec moi parce qu'il faut être accompagné, comme M. Kibonge l'a dit ici à plusieurs reprises. Donc, j'ai au moins quelqu'un. J'ai une personne pour m'accompagner. Donc, merci beaucoup. Donc, je crois qu'on arrive à la fin. Hein. On est arrivé à la fin de cette conférence qui portait, comme je l'ai dit au début, sur la promotion de la participation politique de la diaspora congolaise au Canada. Donc, au nom du réseau des femmes congolaises, je voudrais commencer par remercier infiniment les panélistes pour avoir accepté de partager leur riche expérience positive, mais aussi négative, avec nous aujourd'hui. Je remercie aussi Jean-Léopold pour avoir décidé de passer son vendredi avec nous aujourd'hui et être le modérateur de cette conférence. On a certainement beaucoup appris de toutes ces discussions aujourd'hui et comme Jean-Léopold l'a dit à plusieurs reprises, peut-être que ça peut aider pour suivre les pas d'Yvette et Raïs. Donc, encore une fois, donc vraiment, merci beaucoup. Et pour les personnes qui se sont jointes aujourd'hui, nous les remercions aussi infiniment parce que c'est le début du week-end. Donc, prendre son temps pour venir écouter une conversation un vendredi, soit une conversation importante. Donc, c'est vraiment apprécié. On remercie beaucoup. À partir de dimanche, le 11 juin, on va commencer la semaine culturelle parce que comme je l'ai dit au début, on a différents thèmes pour différentes semaines. Cette semaine-ci était la semaine politique et gouvernance. À partir de dimanche commence la semaine culturelle et notre première activité durant cette semaine aura en fait lieu le même dimanche. Et il s'agit d'un entretien avec Madame Pichou Niemba, qui est la promotrice du festival interculturel Kinkole à Ottawa. Et elle était aussi lauréate de notre édition 2023 des 100 femmes impactantes de la diaspora congolaise au Canada dans la catégorie art et culture. Cet événement aura lieu en présentiel à Ottawa, donc toutes les informations pour pouvoir s'enregistrer sont disponibles sur nos différents réseaux sociaux. Donc, je vais m'arrêter ici et encore une fois, merci et bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci encore pour l'opportunité et puis bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, merci. Bonne soirée.